Salut à tous, c'est Pop Cinoche, votre magazine libre 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec encore aujourd'hui un programme d'enfer. Écoutez, 1. Claude Lelouch qui vous raconte ses festivals de Cannes. 2. L'exposition Jean Gabin à Boulogne-Billancourt. Et 3. Le réalisateur Fred Cavaillé pour son film Adieu Monsieur Hoffman avec Gilles Lelouch et Daniel Auteuil. Oui, tout cela c'est bien dans votre Pop Cinoche numéro 29. Incontestablement, l'événement cinématographique du moment, c'est Top Gun Maverick avec Tom Cruise, le film qui est en train de voler à vitesse supersonique vers les 3 millions d'entrées, et à mon avis, ça va les dépasser largement. Le film a également été un des grands moments du Festival de Cannes, le film qui évidemment était présenté en marge de la compétition officielle, dont vous pourrez voir les films vainqueurs sortir progressivement, dont sans filtre la Palme d'Or 2022. Est-ce que vous savez par exemple que parmi les réalisateurs ou réalisatrices français qui ont obtenu la Palme d'Or, ils ne sont que 15 depuis 1939, 15 en 75 éditions, c'est pas beaucoup tout de même. Eh bien parmi eux, il y a le grand Claude Lelouch, c'était en 1966 pour Un homme et une femme, et justement, pour revenir là-dessus, eh bien Adriane et moi, nous sommes allés voir Claude Lelouch chez lui, au Film 13, quelques jours avant l'ouverture de la 75e édition, pour lui demander ce qu'il pense du festival, et quelques souvenirs, parce qu'il en a présenté des films là-bas, hein. L'Aventure, c'est l'Aventure a été présenté, Les uns et les autres également, Un homme et une femme 20 ans déjà. Voici en exclusivité dans Pop Cinoche, Claude Lelouch qui nous raconte ses festivals de Cannes. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors on est ici chez vous là, au Film 13. Et pour être franc avec vous, je n'avais pas l'intention de commencer cet entretien par cette question-là, mais c'est obligé. Qu'est-ce que c'est vraiment la portière de la voiture de la Mustang d'Un homme et une femme? Mais qu'est-ce que ça fait ça? Alors, on n'a pas retrouvé la voiture, mais on a retrouvé une portière qui était sur la Mustang, donc on l'a gardée. On est un peu fétichiste ici. Ouais. Donc voilà, donc c'est effectivement la portière de la Ford Mustang d'Un homme et une femme. Je n'en reviens pas. Il y a toujours des surprises avec vous, hein, ça. Bon, alors, Claude, à l'heure à laquelle nous parlons, on est début mai, là. Dans quelques jours, le Festival de Cannes va commencer. Et c'est d'ailleurs, peut-être on peut dire, là que pour vous, tout a commencé. Quand vous arrivez avec Un homme et une femme, vous arrivez de nulle part quasiment. Non, c'était le film que personne n'attendait. Il y avait Orson Welles, Losey, enfin la liste des metteurs en scène était impressionnante, qui étaient en compétition avec moi. Et puis, c'est ce petit film qui n'a rien coûté, qui va d'un seul coup faire le tour du monde, bouleverser la terre entière. Donc, encore une fois, c'est ça la force de Cannes, c'est de révéler des hommes et des femmes qui auraient pu mettre 10 ou 15 ou 20 ans de plus pour se faire remarquer. Voilà. Ouais. Alors évidemment, il y a à Cannes aussi, il faut grimper l'escalier, il faut mettre le costard, le smoking, il faut parler à des gens des fois qui nous posent des questions bizarres, voilà. Bon, mais c'est le jeu. Ça fait partie du jeu, la contrainte sollicitant l'imagination. Et puis moi, à Cannes, j'ai tout fait. J'ai fait l'ouverture de Cannes, la fermeture de Cannes, la compétition. J'y suis allé comme producteur, comme membre du jury. Ouais. La seule chose que j'ai pas fait à Cannes, c'est le ménage. Voilà, c'est tout ce qui Il est peut-être pas trop tard. C'est peut-être pas trop tard. Mais est-ce qu'il vaut mieux d'ailleurs être en compétition ou être hors compétition à Cannes? Il vaut mieux être en compétition si on a un bon film. Et hors compétition, s'il y a des doutes. C'est facile de critiquer Cannes, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps, il y a plus d'avantages à aller à Cannes que de ne pas y aller. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est... voilà. Donc, si vous voulez, le oui est plus fort que le non. Voilà. Moi, Claude, j'étais dans la salle le jour de la projection des plus belles années d'une vie. J'en ai eu les larmes aux yeux de vous voir avec Jean-Louis Trintignant, avec Anouk Aimée, tout le monde debout pour rendre hommage au cinéma et à tout ce que ça représentait. On n'oublie pas des soirées comme ça, franchement. Non, ça restera un des grands moments de ma vie, c'est-à-dire que d'un seul coup, la salle s'est mise à chanter Dabadabada, voilà. Et puis surtout, j'étais content pour Jean-Louis et Anouk. J'étais content pour eux deux parce que d'abord, ce sont des acteurs qui m'ont porté chance. Et puis, c'est un film qui nous dépasse.
C'est-à-dire qu'un homme et une femme, on ne peut pas l'analyser. C'est un miracle, on peut pas essayer de... On peut analyser un échec, on ne peut pas analyser les miracles, et puis il faut surtout pas, c'est comme les tours de magie, moi j'ai pas envie qu'on me les explique, voilà. Donc si vous voulez, un homme et une femme, c'est un peu mon père et ma mère. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, mon deuxième père et ma deuxième mère. Je suis né une deuxième fois à Cannes en 1966, à l'âge de 27 ans. Et Claude, 2 ans plus tard, en 68, vous y étiez lors de ce festival unique dans l'histoire qui s'est arrêté au bout de 3 jours, 2 jours. Oui. Et puis en plus, c'est moi qui étais chargé d'aller annoncer à Favre-Lobret qu'on arrêtait le festival. Le matin, on s'était tous retrouvés en bas avec Godard, Truffaut, Polanski, enfin toute la bande de Louis Malle, on était tous là et on a discuté pendant que ils étaient en train de regarder 13 jours en France qui était programmé. Le film que j'avais fait sur les Jeux Olympiques de Grenoble avec Reichenbach. Voilà, et Favre-Lobret était en projection en train de voir le film parce qu'il n'a pas eu le temps de le voir fini à Paris. Donc je l'avais amené le matin très tôt et puis moi j'attendais sur les marches en bas que Favre-Lobret voit le film dans les grandes salles. Puis à un moment donné, j'ai vu tous ces metteurs en scène, on s'est réunis, on s'est dit attention, les étudiants de Nice veulent bloquer Cannes, les étudiants de Marseille veulent bloquer Cannes. Était devenu d'un seul coup un endroit où les contestations pouvaient être filmées. Enfin, il y avait quelques médias à Cannes qui pouvaient justement inciter. Et puis donc, d'un seul coup, on s'est dit, est-ce que c'est bien raisonnable ce soir de mettre le smoking, les belles robes, alors qu'il y a peut-être la révolution à Paris, alors que la France est en train de brûler dans tous les sens. Donc on a pris la décision entre nous, mais très rapidement, d'arrêter la provocation. Cannes était une provocation. Tout d'un coup, ça devenait de la provoque. C'était de la provoque. Il y avait quand même l'argent, les voitures, le champagne. Enfin, il y avait tout ce qu'on était en train de contester à Paris. Donc on a pris la décision tous, et surtout Milos Forman, moi, qui avions des films en compétition. J'avais Cournot qui avait un film en compétition. Et alors, évidemment, comme moi, j'allais voir Favre-Lobret à la fin de la projection pour avoir son avis, on m'a gentiment demandé de lui annoncer la nouvelle. Wow. Donc, je vais voir Favre-Lobret à la fin de la projection, qui me prend dans ses bras, en me disant, c'est bien, Très chaud en France, ça va avoir un gros succès. Mais je dis, non, ça va pas avoir un gros succès, parce que on est quelques amis et quelques metteurs en scène, et on a décidé d'arrêter le festival. Bon, c'est une vraie provocation de continuer. Voilà, j'ai dit, je pense que le festival sortira grandi de l'arrêt plus que de poursuivre. Enfin, et là, Favre-Lobret m'a dit, quoi, mais Claude, vous vous rendez compte ce que vous devez à Cannes? Sans Cannes, vous ne seriez pas Claude Lelouch, etc. Je lui ai dit, je le sais, mais Robert, je pense que le moment est venu de stopper ce Cannes, voilà, parce que on pourrait foutre le feu au palais, il pourrait y avoir des blessés, il pourrait se passer des choses graves, voilà. Donc il m'en a beaucoup voulu, croyant que c'était une idée à moi. Merci les copains. Alors que cette idée était celle de tous ces metteurs en scène. Et moi, ça s'est vite su après, de toute façon, que c'était collégial. C'était collégial, heureusement. Mais au départ, moi, je suis le premier à qui je vais annoncer ça. Enfin, ils vous ont envoyé au front, tous. Oui, bah évidemment. Encore une fois, j'ai... Merci la nouvelle vague, hein. Voilà, merci la nouvelle vague. Et puis alors, dans Cannes, il faut dire un mot sur les uns et les autres. Parce que là, il n'y a pas de doute, vous arrivez avec un film. Et un sacré film. Ouais. Et oui, alors il est en compétition. Et alors c'est drôle parce que de tous les films qui ont été projetés cette année-là, c'est celui qui a eu le plus de succès. Mais il n'était pas au palmarès. Ouais. Il n'était pas au palmarès, et c'est drôle parce qu'il y avait Robert Chazal dans le jury que je connaissais bien, qui était critique de France Soir à l'époque. Ouais. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment des délibérations? Et les membres du jury m'ont dit, on n'est pas là pour découvrir Lelouch. Oui. Mais le film a obtenu le grand prix de la commission supérieure technique. Absolument. Et puis surtout, il a eu le grand prix du public. Oui. Il a eu le grand prix du public qui fait que c'est peut-être de tous mes films celui qui a le plus marché, puisqu'il a fait un tour du monde absolument incroyable et que partout où il passait,
Il a touché les gens. Non, non, ça a été quand même... voilà. Mais enfin, c'est bien. Moi, j'aime bien Cannes avec ses contradictions. J'aime Cannes avec tout ce qui peut s'y passer. Je veux dire que... Puis, on a besoin de ce festival. Après ce confinement, il faut ramener les gens dans les salles. Donc, j'espère que Cannes sera le bon médicament. Ça pourrait. Claude, j'avais une dernière chose à vous dire. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, ici, c'est notre 13e interview, tous les deux. Non. Si. C'est la 13e fois que je viens vous poser mes petites questions de cinéphile admiratif. Eh bien, c'est très bon signe parce que ça veut dire que je vous ai dit oui 13 fois. Et si je vous ai dit oui 13 fois, c'est parce que vous méritez qu'on vous dise oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas une 14e, j'espère. Ben non, et puis j'ai 2 chiffres. Le 13 et le 7. Et 14, ça fait 2 fois 7. Eh ben voilà. Voilà. Ah ben c'est tout bon alors. Merci 1000 fois Claude. Merci. À bientôt. Et encore une fois, 1000 merci, enfin je devrais plutôt dire 13 merci à notre grand ami Claude Lelouch. Savez-vous que le 4 mai 1972 sortait sur les écrans français un film devenu culte, mythique, au sens authentique du terme. L'aventure, c'est l'aventure. Mais regardez-moi cette brochette de comédiens. Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Aldo Macione, Charles Gérard, il y avait même Johnny Hallyday dans son propre rôle. Ce film est devenu un must absolu. Et il se trouve que Metropolitan, pour la première fois, le sort en Blu-ray, dans une copie restaurée, et avec une tonne de bonus évidemment, dans une édition 50e anniversaire. Et comme Metropolitan fait bien les choses, parallèlement, simultanément, ils sortent le petit dernier de Claude Lelouch, L'amour c'est mieux que la vie, avec un casting 7 étoiles quand même. Sandrine Bonner, Gérard Darmon, Harry Habitant, Philippe Lelouch, Kev Adams, Elsa Zilberstein et Béatrice Dalle, du Lelouch d'hier et d'aujourd'hui à 360 degrés. Et vous savez que quand on a le privilège, comme c'est notre cas de temps en temps avec Adriane et moi, de discuter avec Claude Lelouch, je lui ai demandé un jour s'il avait des regrets avec un acteur ou avec des comédiens. Il m'a dit oui, j'aurais aimé pouvoir tourner avec Louis de Funès, ça aurait été étonnant, et avec Jean Gabin. Cela dit, ça a failli se faire au moment du film Le Chat et la Souris. Il lui avait proposé le rôle masculin parce qu'il voulait reconstituer le duo mythique avec Michel Morgan, le duo de Quai des Brumes, 37 ans plus tard. Mais Jean Gabin était déjà fatigué, ça n'a pas eu lieu, et finalement c'est Serge Reggiani qui a repris le rôle. Mais il n'empêche que Jean Gabin est resté notre grande icône française, et que actuellement la ville de Boulogne-Billancourt lui rend hommage à travers une magnifique exposition que nous allons maintenant vous faire visiter avec Patrick Glâtre, son commissaire général. La visite commence. Jean Gabin dans Pépé le Mocco, dans La Bandera, dans La Belle Équipe, tous ces grands classiques. Jean Gabin éternel, Jean Gabin immortel, une magnifique exposition lui est consacrée ici à Boulogne-Billancourt. Je vous fais visiter. Mais c'est ce qui fait, franchement, la richesse de l'exposition, c'est sa variété. J'aurais tendance à dire d'abord c'est Jean Gabin qui le permet. À partir du moment où on a une figure qui réunit à la fois l'histoire, notre histoire à nous, la sienne, ses films, son engagement pendant la guerre, c'est pas sûr qu'on pourrait faire une expo aussi ample sur d'autres personnages, c'est-à-dire qui réunit tout. C'est-à-dire ce qui est intéressant dans ce type d'exposition, c'est de pouvoir à la fois avoir des documents, des affiches, des photos de films, mais aussi ses costumes, la burette d'huile que les cheminots ont offert à Gabin après le tournage de La Bête humaine. Quand je vois cette burette, c'est extraordinaire. Des courriers, des lettres de Louis de Funès, de Fernandel. Fernandel qui lui explique qu'il faut peut-être qu'il se mette à coproduire les films, que ça rapporte plus. Enfin, vous voyez, des choses quand même assez magnifiques. Comment est-ce que vous expliquez l'extraordinaire longévité de la carrière de Jean Gabin? Parce que ça commence quoi? Au début du cinéma parlant et jusqu'en 1976. C'est assez hors norme également, un peu. Quand vous lisez les témoignages ou quand vous entendez les témoignages des acteurs, actrices qui ont travaillé avec lui, il y a un mot qui ressort tout le temps, le naturel. Et comment les actrices comme Michel Morgan qui disait que quand on jouait avec lui pour la première fois, il nous bonifiait. Il nous permettait de mieux jouer nous-mêmes. C'est-à-dire que non seulement il avait un naturel et un jeu
qui lui était propre et qui a révolutionné le cinéma des années 30, mais en plus il permettait aux autres de se bonifier en même temps que lui. Il y a, quand on voit la filmographie, quand même un choix, et notamment durant certaines années, une qualité. Qui peut dire j'ai tourné 92 films dont, allez, mettons 25 purs chefs-d'œuvre quand même. Et notamment avant-guerre. Quand vous voyez qu'il enchaîne des films comme Maria Chapdelaine, La Bandera, Pépé le Moco, La Bête humaine, La Grande Illusion, Quai des Brumes, Remorque, c'est quand même hallucinant. Mais ce qu'il faut savoir en plus, et ce qui le met encore plus en valeur, c'est qu'il a défendu parfois ces films-là alors que personne n'en voulait. Ça veut dire qu'il y a une formidable intuition de 1, la bonne histoire, 2, la bonne histoire, 3, la bonne histoire. Exactement. Alors il cachait, comme il ne voulait jamais parler de sa manière de jouer des rôles. Vous savez, le nombre de journalistes qui ont tenté de lui dire « Monsieur Gabin, comment vous travaillez tel ou tel rôle ?» Tout de suite, il vous voyait balader en disant « Non, mais on ne travaille pas. » Mais ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il travaillait ces rôles. Comment, à votre avis, Patrick, expliquez-vous qu'à ce point, Gabin franchisse les modes, franchisse les décennies et soit toujours aussi présent encore dans le cœur des Français aujourd'hui? Quand on regarde un Rému des années 30, qui était un très grand acteur, et qui est toujours un très grand acteur, mais il en fait des tonnes. Gabin, il a cette chance aussi d'être arrivé au moment du parlant, où il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, et il est le premier à murmurer. Eh oui. Il joue beaucoup avec sa voix. Il joue beaucoup avec sa voix. Et il murmure. Et les ingénieurs du son le détestaient. Ils disaient « Monsieur Gabin, vous pouvez parler plus fort ». Il ne répondait pas. Mais il regardait le réal en lui disant « Soit il s'adapte, soit il sort ». C'était hors de question pour lui parce qu'il a compris que le murmure, c'était une marque de fabrique d'un jeu juste. Donc il y a ça, toujours pareil, jamais le même, toujours pareil, comme Andy Prévert. C'est-à-dire qu'il est capable, avec une casquette, un chapeau, le bouc, une moustache, de toujours être différent physiquement. Ces films nous représentent aussi une certaine France. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, quand ils regardent un Gabin, ils sont à la fois fascinés par l'acteur, mais ils regardent ça aussi parce qu'ils ont comme un tableau de l'époque évoquée dans le film. Voir Gabin, c'est se souvenir de quelqu'un de notre famille. Donc, pour un jeune d'aujourd'hui, ça peut retrouver aussi un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui n'est plus là. Et puis je pense que de toute façon, c'est un cinéma, comme vous le disiez tout à l'heure, où il y avait une bonne histoire, un bon scénario. Ce n'est pas toujours le cas dans les films d'aujourd'hui. Et donc de toute façon, il y a beaucoup de films de Gabin qui, même s'il peut y avoir une certaine lenteur, qui sont des très bons films et qui réussissent à passer les époques. Je suis à la fois fasciné par le jeu, c'est-à-dire même un moins bon Gabin, il y a toujours quelque chose. Et puis je vous dis, je suis fasciné par la manière dont il répond avec notre époque. C'est peut-être ça, la magie Gabin, cette espèce d'intemporalité finalement. Et puis c'est la magie de l'art et du cinéma aussi. Oui. L'exposition Jean Gabin, c'est ici à l'Espace Landowski à Boulogne-Billancourt. Ne vous privez surtout pas de cette fantastique balade dans toute l'histoire du cinéma français. Alors, en résumé, le Festival de Cannes par Claude Lelouch, à l'instant l'exposition Gabin, que je vous incite d'ailleurs à prolonger avec la lecture de ce livre essentiel. Ça s'appelle tout simplement, voilà, Jean Gabin aux éditions La Martinière par Patrick Glâtre, mais aussi par Mathias Moncorgé, le propre fils de Jean Gabin. Et maintenant, nouveauté, avec la sortie de Adieu Monsieur Hoffman, le film de Fred Cavaillé. Ça sort en physique et en VOD. Il est notre invité maintenant et vous allez voir qu'il va nous expliquer que faire un film, c'est bien connu, c'est déjà très compliqué. Mais réaliser un film en pleine arrivée d'une pandémie mondiale, alors là, ça devient très très particulier. C'est ce que Fred Cavaillé nous explique maintenant. Il est notre invité et je vais le rejoindre. Bonjour Fred Cavaillé. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Alors, évoquer aujourd'hui un film comme Adieu Monsieur Hoffman, je me demande si c'est pas un peu schizophrénique pour vous, parce que ça veut dire qu'il va déjà falloir faire un flashback de combien? 2, 3 ans en arrière? L'écriture, le tournage, l'interruption, la reprise, la sortie, le décalage. Ouais. Waouh! Oui, un marathon, effectivement. Qu'est-ce que c'est que cette aventure? Ouais, effectivement, ça a été une aventure assez incroyable, déjà dans la durée. C'est-à-dire que pour tous les autres films là où il y a les affiches, c'est des films qui se sont faits beaucoup plus rapidement. Et voilà, parce que j'ai eu la chance que les autres films, il n'y ait pas eu de pandémie mondiale. Là, effectivement, ça a ralenti le process et vraiment de manière importante. C'est-à-dire, dans l'écriture, avec Sarah Kaminski, on a fait l'adaptation, donc ce qui est une
une pièce de théâtre au départ, et après la mise en place du tournage, et au milieu du tournage, on a dû s'arrêter parce qu'il y a eu le premier confinement. Donc effectivement, ça a été quelque chose de totalement inhabituel, parce qu'on ne s'arrête jamais quand on tourne un film. Alors que là, en résumé, il y avait 2 décors principaux. Il y avait les intérieurs et les extérieurs qui se déroulaient rue Berthe. Tout à fait, oui. Tout à fait, dans le 18e arrondissement, où on avait redécoré tout le quartier, et d'ailleurs décor qu'on a dû laisser en place tout le temps du confinement, où les gens dans le 18e arrondissement de ce quartier, notamment la rue Berthe, se sont retrouvés en 1941, quand on avait le droit de sortir 1 heure. Vous vous rappelez, ça nous paraît bien loin, mais c'est vrai, mais c'est fou, tellement irréel d'ailleurs. Quand on y repense. Oui. Et donc eux se retrouvaient dans la rue en 1941. Donc le double confinement. Et d'ailleurs, Fred, il y a un truc incroyable, c'est que les photos du décor ont fait le tour du monde. Il y a eu à un moment donné, le dernier cavalier avec Auteuil et Lelouch est interrompu. Il y a un air de Seconde Guerre mondiale qui reste comme ça, presque désaffecté dans Paris. Ouais, c'est très étrange même, déjà raconter l'histoire d'un homme obligé de rester enfermé dans sa cave et qu'on soit tous confinés. Il y a un truc très spécial. Et effectivement, ce décor est devenu même plus célèbre que les comédiens du film. C'est-à-dire que durant toute la période là où on était confinés, j'ai répondu à plein d'interviews, et les photos de ce décor ont fait le tour du monde, parce que ça devenait visuellement un peu l'image du cinéma qui s'arrête, et même de la vie qui s'arrête. Et comme ça, avec ce côté un peu fantomatique de ce décor laissé en place. Oui, c'était assez étonnant. Et je suppose qu'il n'était pas possible de le démonter et de le remonter, ça aurait été trop cher. Enfin, exactement. On n'avait pas d'autre choix que le laisser en place si on voulait continuer le film, parce que l'inquiétude, ça a été, on s'arrête, mais quand un film s'arrête, on ne sait jamais quand est-ce qu'il reprend. Et donc là, tout le confinement a été ce questionnement, quand est-ce qu'on reprend et est-ce qu'on pourra reprendre ? Alors, il y a quand même aussi une question importante. Est-ce qu'on pourra reprendre ? Mais il y a aussi, dans quelles conditions va-t-on pouvoir reprendre ? Très vite, j'ai su qu'on ne pourrait pas reprendre dans les conditions d'avant. C'est-à-dire qu'il y aurait des mesures sanitaires, et déjà en termes de figuration, et qu'il fallait que j'anticipe vraiment. Donc j'ai repris l'écriture, et en me disant, si jamais on ne m'autorise pas à tourner, j'avais une scène de cabaret où ça dansait, une rafle. Si jamais je n'ai pas le droit à de la figuration, comment je peux raconter la même histoire ? Et c'est-à-dire que vous, confinés chez vous, vous êtes reparti dans un travail d'écriture en plein milieu de votre tournage. C'est un truc assez unique, Et en même temps, j'ai découvert, alors c'est terrible, mais que c'est assez... pas confort, c'est pas le mot, mais ça permet de rattraper des choses. Parce que un tournage, c'est comme un train lancé à toute allure, et et on fait le bilan une fois qu'on est arrivé à la gare. Moi, j'avais la chance, ou la malchance, d'avoir un arrêt. D'avoir un arrêt où j'ai pu reprendre et visionner les images que j'avais tournées, et à la lumière de ça, réécrire et affiner. Enlever des choses, en rajouter d'autres. Et donc là, me poser la question de comment je peux raconter l'histoire sans la figuration, ainsi de suite. Et je pense que j'ai réécrit 2 séquences qui sont meilleures que si je les avais tournées avec tout le monde. En vérité, je pense que quand vous êtes face à l'adversité, face à l'impondérable, vous allez à la quintessence de ce que vous voulez raconter. Bien sûr. Et là, notamment, j'avais une scène de rafle. Après, on en a vu plein dans toute l'horreur que ça représente. On en a vu plein dans plein de films faits par d'immenses réalisateurs. Et je me suis dit, là, je pourrais pas la faire parce que j'aurais pas les moyens. Je vais raconter ce qui se passe après la rafle, c'est-à-dire quand on rentre dans son quartier et qu'il n'y a plus personne. Voilà, c'est ça. Et on se retrouve dans le décor vide, en effet, comme on le voit dans le film. Et en fin de compte, c'est plus fort. Et si je n'ai pas ce coup d'arrêt et cette obligation de ne pas avoir de figuration, je ne pousse pas ma réflexion justement jusqu'à ça. Donc à tout malheur, bonheur et bon. Oui. C'est Lelouch qui dit qu'aux impondérables, le besoin crée l'idée et crée l'urgence. Alors Lelouch, le réalisateur ou le comédien ? Alors oui, Claude Lelouch. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on nage dans les Lelouch aujourd'hui. Mais oui, ils sont nombreux et talentueux. Puisque Claude Lelouch est l'autre invité de cette émission, donc voilà. Mais la chose dont on parlait qui est intéressante, c'est que sortant d'une pièce de théâtre, par définition très bavard, évidemment, ça parle tout le temps dans une pièce de théâtre. Bien sûr. J'ai eu l'impression, en voyant Adieu Monsieur Hoffman, que c'était peut-être un de vos films où les jeux de regard étaient les plus importants. Il aurait pu y avoir plus de dialogue, mais non. Ça passe par les yeux plus que par le verbe, certaines fois. Je me trompe ou pas ? Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis
interdit trop de dialogue pour pas que ça fasse théâtre filmé. Et en même temps, ça rejoint ce que j'essaie de faire depuis les premiers films, c'est-à-dire que l'histoire soit racontée avant tout par l'image et que le dialogue soit en fin de compte qu'une béquille pour préciser ce que l'image ne raconte pas assez. Je dirais, en ça, j'ai appris en faisant mon premier film avec Vincent Lindon, la première lecture, il a pris les dialogues et certains il les barrait en me disant ça, je peux le jouer. Et je me suis dit, mais effectivement, un comédien, c'est pas obligé, s'il a mal, il est pas obligé de dire j'ai mal. Il peut l'incarner. Bien sûr. Et voilà. Et c'est vrai que pour ce film, vous l'avez dit, je fais tout passer dans les silences et dans les regards. Et donc, heureusement, j'ai des comédiens extraordinaires qui arrivent à véhiculer tout ça sans avoir besoin du texte. Et moi, j'ai adapté ma mise en scène aussi pour raconter ça. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres films comme À bout portant, Mea culpa, où là, il y a une caméra Où ça plutôt court, vivante. ça bouge tout le temps. Oui, bien là, sûr. j'ai quasiment une unité de lieu, et donc ma caméra est là pour exprimer ce qu'expriment les comédiens, et dans une économie, justement, de moyens, et surtout éviter les temps morts. Est-ce qu'on peut, Fred, parler de vos Stradivarius un petit peu là, parce qu'on a affaire à des instruments de haute précision. À l'instant, vous parlez de Gilles Lellouche avec une moustache, avec très peu de dialogue, avec un pied beau en plus. Oui, je ne l'ai pas gâté, effectivement. Avec un rôle de salopard. Ouais. Pour ce personnage-là, j'ai vraiment tout de suite pensé à Gilles et écrit pour Gilles. Je sais, comment dire, c'est les grands rôles qui montrent les grands comédiens. Gilles est un grand comédien et pour l'instant, alors ça va, il commence à avoir ces rôles-là hein, dans Pupille, dans Bac Nord. Oui. Voilà, mais quoi de mieux qu'un personnage comme ça qui part du bien pour aller dans le mal, pour montrer justement l'étendue de sa palette et son immense talent. Alors, en effet, avec Gilles Lellouche, 4e film, avec Vincent Lindon, il y a déjà eu plusieurs expériences, Roche Dizem, etc. Mais Daniel Auteuil, c'était la première fois. Fred Cavaillé, qu'est-ce que ça fait de mettre l'œil au viseur de la caméra et d'avoir un gros plan inspiré dans une aussi belle lumière, parce que la lumière est magnifique dans le film Denis tout le Rouden, temps, très très belle lumière. et de voir la tête de Daniel Auteuil comme ça qui va servir votre film. Bah, c'est formidable. C'est formidable parce que, vous l'avez dit, hein, ça rejoint une envie de mythologie de cinéma. C'est-à-dire que j'ai écrit pour Gilles et je voulais mettre face à Gilles un monstre sacré. Et voilà, et en France, ils sont pas nombreux. Il y a Depardieu, il y a Daniel Auteuil. On a déjà du mal. Bah, Ça y est, on a du mal à trouver un troisième. on peut, mais... Ouais, et donc... voilà, moi ça me plaît cette rencontre de deux personnages. Ça rejoint tout un type de cinéma que j'affectionne des années 70, quand il y a la rencontre, je sais pas, Gabin Delon, Delon-Belmondo. Serrault Ventura. Exactement. Exactement. Garde à vue, voilà, des choses c'est-à-dire comme ça. qu'ils font une vraie envie de cinéma et un vrai plaisir de cinéma. C'est-à-dire que la rencontre de ces deux comédien fait déjà partie du spectacle. Et ça, c'est quelque chose que j'affectionne vraiment. Et que Daniel ait accepté, c'était un immense bonheur, et ensuite un immense bonheur de travail, parce que les grands artistes, comme sont ces trois comédiens, et comme les Daniel, c'est un plaisir de travail, parce qu'ils sont que dans le plaisir, justement. Et voilà, ces trois belles personnes. On n'a pas encore parlé de Sarah, mais justement. Voilà, c'est la personne idéale à mettre entre les deux, déjà. À talent équivalent, parce que c'est une immense comédienne. Alors, vous nous avez raconté ce tournage difficile, cette création quand même assez hors norme. La sortie n'a pas été moins, parce que là, aujourd'hui, si on se parle, c'est par bonheur, parce que ça sort en support physique, en VOD, mais la sortie avait eu lieu le 12 janvier. Sortir un film début janvier, il y en a quelques-uns qui emmenaient pas large quand même. Hein. Ouais, ça a été. Déjà, la sortie a été repoussée 3 fois, c'est-à-dire on devait au départ sortir en octobre 2020, après octobre 2021, puis 12 janvier 2022. Et voilà, à un moment, il faut sortir le film. Ouais, on a eu très peur. C'est-à-dire la veille de la sortie, il y a 600 000 cas de Covid dans la journée. Mais heureusement, malgré le marasme, voilà, je pense que ces trois comédiens, l'histoire racontée, ont fait que on a quand même eu la chance de faire des entrées. Donc, quand même près de 750 000 entrées, là on se dit ouf.
on a ça, un grand soulagement, effectivement. Et alors, puisqu'on arrive maintenant à peu près à la fin de notre conversation, pensons à l'avenir. Vous avez envie de faire à nouveau un virage à 360 degrés après ce film grave. Il y a un petit scoop, un petit quelque chose, on peut savoir quelque chose, il y a tout pas est mal secret. Là, je me suis mis sur une comédie. Et je respire. Et je prends un plaisir Ça parce fait du bien. que, et pour un... Voilà, Pour un grand comédien. Pour un grand comédien. Vous qui êtes un fidèle, un comédien qui pourrait être là-dedans. J'adorerais retravailler avec mon ami Danny Boone. Quelqu'un que je ne connaissais pas avant de faire Radin. Hein. J'ai écrit l'adaptation de Radin sans connaître Danny Boone. Et j'ai adoré l'homme, la rencontre, le travail. C'était un plaisir immense, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et donc là, maintenant, j'écris... si j'écris pour lui, je le connais, donc je connais son outil, et c'est un régal. Donc là, je travaille là-dessus en ce moment. Bon, il va falloir qu'on se revoie. Je reviendrai vous donc, dire. Alors, vous connaissez le chemin maintenant. De films aussi, on verra aussi référencé et tout ça. Et c'est marrant, vous parliez du prochain invité de Claude Lelouch, et on parlait des références, et un de mes grands souvenirs et qui font que je fais ce métier, je pense, c'est quand je vois les uns et les autres au cinéma. Et donc le souvenir des uns et les autres, c'est que c'est la première fois de ma vie. À la fin, il y a le Belleroth de Ravel et cette scène extraordinaire. La danse fantastique. Et ça s'arrête et les gens dans la salle applaudissent. Et je sais pas, j'ai 13 ans, je crois 12-13 ans, et je suis impressionné, j'ai jamais vu ça. Et ce moment-là, où je me dis, on peut provoquer ça à des gens, et de manière physique, parce que là, ils applaudissent, ça se voit, en faisant du cinéma. Et je pense que quelque part, le jour où je m'autorise à avoir cette même velléité, quelque part, il y a les uns et les autres. Donc, voilà. Bel hommage rendu à Claude Lelouch. Oui, à Claude Lelouch. Merci beaucoup, Fred, merci à vous. de cette discussion enthousiasmante. Et puis, voilà. Adieu, monsieur Hoffman. Maintenant, à la maison, en VOD, en Blu-ray, en DVD. Puis non seulement c'est un film qu'il faut voir, mais c'est un film qu'il faut avoir parce que ça fait partie des films qu'on a envie de garder, de conserver et de revoir de temps en temps. C'est un beau compliment. Merci infiniment. À bientôt, Fred. À bientôt. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour une première émission d'été dans laquelle nous rendrons hommage à 3 grandes personnalités, Ennio Morricone, Patrick Devers et Jacques Perrin. En attendant, n'oubliez pas évidemment de commenter, de liker, de partager l'émission que vous venez de voir ou de revoir. N'oubliez pas, chaque matin à partir de 6h30, ça continue, les photos du jour bien sûr. Allez voir des films en salle, un bon film dans une salle climatisée, c'est pas désagréable par les temps qui courent. Et on se retrouve le mois prochain. Bye!